Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 1er février, les autorités suisses ont annoncé la mort d'un jeune homme de 18 ans, très gravement brûlé à la suite de l'incendie éclair et dévastateur d'un bar un mois plus tôt, en pleine festivité du Nouvel An dans la station de ski suisse de Crans-Montana. 40 autres personnes sont mortes dans l'accident, 115 autres blessées. Et depuis cette nuit tragique, les propriétaires du bar Le Constellation, un couple de Français, sont visés par une enquête pour négligence. Les premiers éléments montrent que le bar n'était pas bien préparé face au risque d'incendie. On fait le point sur cette enquête dans Code Source avec Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien, ainsi que 2 reporters du Parisien qui se sont rendus à Crans-Montana, Vincent Mongaillard et Émilie Torgemène. Dans ce podcast, on va tenter de reconstituer minute par minute le déroulé de cet événement tragique et évoquer les zones d'ombre qui intéressent les enquêteurs suisses. Mais avant ça, on a choisi de commencer ce récit quelques heures après le drame. Vincent Mongaillard, le 1er janvier 2026, vous arrivez sur place dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse. À quoi ça ressemble ? Crans-Montana, c'est une station UP à 1500 mètres d'altitude avec des boutiques de luxe. Mais quand j'arrive sur place, il y a une atmosphère lourde. Au centre de la station, je vois une rubalise de la police, des policiers et puis des gens qui commencent progressivement à alimenter une sorte de mémorial avec des bougies, des fleurs. L'atmosphère est lourde. Le bilan humain de cet incendie s'annonce très lourd, la commune est sous le choc et sur place vous rencontrez quelques témoins directs de l'événement. Qu'est-ce qu'on vous raconte ? Oui, c'est ça qui est étonnant dans cette histoire, c'est que vous rencontrez directement des gens qui ont été confrontés au drame. Je rencontre par exemple un avocat qui, quelques heures auparavant, dans la nuit, a fait un massage cardiaque pendant 1 heure sur une personne. Il me dit qu'elle est française et finalement il n'a pas réussi à la réanimer, donc c'est quelqu'un qui est totalement déçu. Je vois aussi beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils ont appris que leur copain était à l'intérieur du bar, le Constellation, avaient accouru vers 1h30, 2h du matin et qui sont là pour témoigner. Ils ont assisté directement au drame, ont essayé d'aider, de sauver des personnes qui se trouvaient à l'intérieur et on les sent complètement traumatisés. Émilie Torgemène, au même moment, on commence à voir des vidéos sur Instagram, sur Snapchat ou encore TikTok, filmées par les clients du bar et qui montrent comment l'incendie a commencé. Décrivez-nous ces images. On voit des jeunes qui font la fête, on entend de la musique. Et puis on voit des bouteilles qui sont illuminées avec ces bougies chandelles, ces bougies pyrotechniques qui flirtent avec le plafond et le plafond qui commence à s'enflammer. On comprend très vite que ce sont ces chandelles qui sont postées sur des bouteilles portées par une serveuse sur les épaules d'un autre serveur qui sont à l'origine de l'incendie. Ce qu'on voit sur les vidéos et ce qui rétrospectivement semble bizarre, c'est que les jeunes fêtards continuent à danser, rigolent, filment et puis très vite ça devient la panique. Et là, on a des vidéos terrifiantes avec des gens qui sont dans la fumée, pris dans la fumée, qui sortent, qui cassent des vitres. Vincent Mongaillard, le bar Constellation, c'est une institution dans cette station de ski. Il a ouvert à la fin des années 60 et il a été repris en 2015. C'est disposé comment à l'intérieur ? Alors on entre par une véranda qui est couverte. Ensuite on est au rez-de-chaussée où il y a un bar. Et puis on peut descendre en sous-sol par un escalier d'une 15aine de marches. Un escalier assez étroit de moins de 1,50 m. C'est en sous-sol qu'il y a la majorité des tables et c'est là qu'on fait la fête, qu'on vient danser. Quand vous descendez sur votre droite, il y a un billard. Sur votre gauche, il y a un jeu de fléchettes. Au milieu, il y a un bar. Un peu plus loin, vous voyez un fumoir. Et puis, on a aussi une sortie de secours. Émilie Torgemène, au lendemain de l'incendie, les propriétaires et gérants du bar s'expriment très brièvement auprès des médias suisses. Jacques Moretti, 49 ans, et Jessica Moretti, 39 ans, disent aller très mal. On fera tout notre possible pour éclairer sur les causes, dit Jacques Moretti à la presse. Émilie Torgemène, qu'est-ce qu'on sait de ce couple qui possède
par ailleurs plusieurs établissements en Suisse. Oui, en réalité, ils répondent plus que brièvement à nos confrères suisses. Ils décrochent le téléphone, ils disent cette phrase et ils raccrochent. C'est ce que racontent nos confrères. On sait que ce couple a plutôt bien, voire très bien réussi en s'installant en Suisse. Ils ont donc 3 établissements. En plus du Constellation, il y a un restaurant dans la même station UP de Crans-Montana. Il y a un autre restaurant qui est un restaurant corse qui s'appelle le Vieux Chalet, pas loin de là. Et ils sont aussi propriétaires d'un beau chalet également dans la même commune. Monsieur vient de Corse, elle est niçoise. Lui, il a une carrière auparavant dans des bars aussi en Corse et puis en Savoie. Elle a aussi été actrice, elle a fait le cours Florent. On la voit aussi dans des séries télévisées. En Suisse, à Crans-Montana, en tout cas, ils sont connus comme des gens travailleurs qui ont réussi. Le même jour, Le Parisien révèle que Jacques Moretti traîne derrière lui un lourd passé judiciaire. Expliquez-nous ça. Il a déjà été condamné pour proxénétisme, c'était des années en arrière. En fait, il recrutait des hôtesses en France pour les faire travailler dans des salons en Suisse. Alors la prostitution est légale en Suisse, mais en revanche, faire venir et transporter des hôtesses françaises, c'est du proxénétisme. Il a aussi une autre condamnation pour séquestration. Une source policière expliquait donc à notre collègue Jean-Michel Decugis que malgré tout, depuis, il semblait sorti de cette trajectoire criminelle. Ronan Folgoas, le samedi 3 janvier, les autorités suisses annoncent qu'une instruction pénale, une enquête pour le dire simplement, est ouverte contre les époux Moretti. Pour quel motif ? L'ampleur du drame, on parle quand même d'une quarantaine de personnes décédées, plus de 100 blessés, impose à la justice suisse évidemment d'ouvrir une enquête pénale pour homicide par négligence, blessure grave par négligence et incendie, là encore par négligence. Pour déterminer les causes de l'incendie d'abord et ensuite établir les responsabilités individuelles des propriétaires de l'établissement bien sûr, mais aussi pourquoi pas d'autres responsabilités au-delà des propriétaires du Constellation. Le bilan à la fin du week-end est extrêmement lourd, 40 morts et 116 blessés. Certaines personnes sont très gravement brûlées. Parmi les victimes décédées, on compte le videur du bar, une employée mais aussi le DJ qui animait cette soirée du Nouvel An. Émilie, globalement, les victimes décédées sont très jeunes. Oui, les personnes qui étaient dans ce bar étaient toutes très jeunes. Les victimes les plus jeunes ont 14 ans. Un jeune Français, Noah, a 14 ans. Le plus âgé, Giovanni, a 39 ans, ce qui reste très jeune. On sait que la moitié, 20 d'entre eux, ne sont même pas majeurs. Et parmi ces victimes, beaucoup de Français. 9 Français sont morts dans le bar du Constellation. C'est le pays qui paye le plus lourd tribut après la Suisse. Il y a eu 21 des jeunes Suisses décédés et 6 Italiens. Ce qui fait que ce drame a en fait touché très largement la Suisse, mais au-delà, toute l'Europe. Le mardi 6 janvier, la commune de Crans-Montana affirme, par la voix de son président, que le bar, le Constellation, échappait au contrôle incendie depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui est dit précisément ? Il est dit que depuis 2020, il n'y a pas eu de contrôle incendie. En réalité, ces contrôles doivent être annuels. Cette scène a lieu lors d'une conférence de presse, qui est la première conférence de presse de la municipalité, qui est, il faut le dire, un peu catastrophique. 5 jours ont passé depuis le drame qui nous réunit ce matin. Les médias venus très nombreux et les familles et la Suisse entière attendent des explications, des excuses, un mot de compassion. Et en réalité, on a l'impression que la municipalité se dérobe. Et elle va reconnaître comme ça, du bout des lèvres, des manquements. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le Conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement. La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera. Le vendredi 9 janvier, Jacques Moretti est finalement placé en détention provisoire pour un délai de 3 mois. Il est auditionné à plusieurs reprises avec son épouse qui, elle, reste libre. Ronan Folgoas, pourquoi la justice suisse n'a pas procédé à son arrestation juste après l'incendie ?
Alors, il est très facile de revisiter les événements a posteriori, mais il est probable que la justice suisse ait elle-même été sidérée par l'ampleur de l'événement, par l'ampleur du drame, et que finalement les autorités helvétiques et le ministère public du canton du Valais n'aient pas pris la mesure tout de suite des enjeux immédiats. Et donc les jours ont filé, et au bout d'un certain temps, c'est-à-dire il a fallu peut-être une semaine, le placement en détention de Jacques Moretti s'est imposé. Mais il a fallu effectivement 8-9 jours, le temps évidemment potentiellement pour les prévenus d'accorder leur violon éventuellement, et aussi peut-être de dissimuler certaines preuves embarrassantes. C'est en tout cas la crainte des victimes et des avocats partie civile dans ce dossier. Quelle est l'attitude des époux Moretti face aux enquêteurs dans les différentes auditions ? Ils sont abattus, évidemment. Ils prennent la mesure du drame qui touche toute la communauté de Crans-Montana et puis bien au-delà. Mais dans ce contexte très difficile, on observe que les époux Moretti ne s'effondrent pas. Ils mettent au point une ligne de défense, ils s'y tiennent de manière assez rigoureuse. Et c'est la procédure suisse qui le prévoit ainsi. Les deux prévenus peuvent assister aux auditions de l'autre. Et donc c'est une procédure suisse qui permet aussi aux deux prévenus finalement de se concerter, puisque l'un et l'autre assistent à l'entièreté des auditions. Il faut préciser que l'ensemble des parties civiles a la possibilité d'assister aux auditions des prévenus et, le cas échéant, de poser des questions. Les auditions de Jacques et de Jessica Moretti, des clients, des employés, les témoignages des secours, les vidéos postées en ligne, tout ça permet au fil des jours de reconstituer cette soirée du Nouvel An au bar Le Constellation. Avec toute la prudence nécessaire, car l'enquête n'est pas terminée, on va tenter de retracer le fil des événements. Vincent Montgaillard, entre 23h le 31 décembre et 1h du matin le 1er janvier, après le passage en 2026, quelle est l'ambiance dans le bar ? Après 23h, autant le dire, l'ambiance est plutôt morose, il n'y a pas grand monde aux Constellations. À minuit, tout le monde sort en fait, c'est la tradition d'aller sur la place centrale. Il y a un petit feu d'artifice, on se souhaite la bonne année dans le froid par moins 10 degrés. Et puis progressivement, entre minuit et 1h, les clients vont venir aux Constellations. Vers 1h du matin, on a à peu près 150 personnes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'essentiel du staff, des employés, est français. On a beaucoup de saisonniers qui viennent de France, d'abord parce que les propriétaires sont français, mais aussi parce que c'est un boulot que les Suisses ne veulent pas forcément faire, et pour les Français, on est plutôt bien payé en Suisse. Parmi ces Français, on a une jeune femme qui s'appelle Siane, qui ce soir-là est à l'entrée pour orienter les clients, les emmener vers les tables. Les clients, eux, sont plutôt cosmopolites et l'ambiance commence progressivement à monter. Surtout lorsqu'à 1h du matin, le DJ commence à mixer derrière les platines. Oui, c'est un DJ français qui a fait ses classes dans le Maine-et-Loire, qu'on a sa 3e saison aux Constellations. Et l'ambiance prend progressivement, c'est ambiance très rap, avec notamment un tube de Lacrim, un rappeur français que toute l'affluence dans le Constellation connaît, et ça chante de tout cœur. C'est Jessica Moretti qui est aux manettes ce soir-là au bar Le Constellation. Son mari est occupé dans un autre établissement. Un peu après 1h, cette gérante aurait appelé le personnel de son bar en renfort pour envoyer des bouteilles. Oui, parce que c'est pas donné de réserver une table aux Constellations le 31 décembre. Vous payez à peu près pour réserver votre table 1000 francs suisses, c'est presque 1100, 1200 euros. À un moment donné, il y a une commande très importante de champagne, et la tradition à ce moment-là, pour donner envie aux autres clients de commander, le personnel installe sur le goulot de la bouteille de champagne ce qu'on va appeler une bougie incandescente, une fontaine magique. C'est une bougie qui émet des étincelles. Donc on demande à Siane, qui était un petit peu la maîtresse de cérémonie, qui allait asseoir les gens au sous-sol, de venir en renfort. Elle, son rôle, c'est de monter sur les épaules d'un serveur et de brandir 2 bouteilles de champagne comme on brandit un trophée. Sur ces bouteilles de champagne, il y a des bougies incandescentes
alimente une fontaine magique qui a été fixée au goulot et ça produit des étincelles. Et donc là, le binôme de serveurs s'approche des tables avec ces bouteilles qui flambent. Et c'est là que le plafond aurait commencé à prendre feu. Alors c'est pas vraiment le plafond, c'est ce qu'on appelle une mousse acoustique avec des dents en polyéthurane. C'est une mousse acoustique qui réduit les décibels, mais qui est hautement inflammable. Et là, avec les bougies incandescentes accrochées aux bouteilles de champagne qui flirtent avec cette mousse acoustique, ça commence à prendre feu. Comment réagissent les clients et le personnel dans un premier temps lorsque les flammes commencent à lécher la mousse au plafond ? Il y a comme un phénomène de sidération et le premier réflexe d'une partie des clients, c'est de dégainer leur téléphone portable et d'immortaliser la scène avec leur smartphone. Le DJ, lui, continue à mixer, ça chante. Il y a encore cette ambiance un peu festive, mais le feu, on sent bien que ça commence à prendre et puis gagner du terrain. Pendant que certains continuent à filmer, il y en a d'autres qui prennent immédiatement le chemin de la sortie pour se sauver. La gérante, Jessica Moretti, s'aperçoit que c'est très grave. Donc son premier réflexe, elle, c'est de sortir de l'établissement et à 1h28 d'appeler les secours pour leur dire qu'il y a le feu. Au centre des secours, à ce moment-là, à la caserne des pompiers, on a 10 volontaires, dont le commandant qui va recevoir là un message « Alerte rouge ». Incendie aux constellations et explosion. Et d'un seul coup, en quelques secondes, Vincent Montgaillard, le bar entier s'embrase. Oui, c'est ce qu'on appelle un phénomène de flashover, d'embrasement généralisé. C'est un incendie express, mais qui produit énormément de fumée toxique. Et comme les portes à l'étage commencent à s'ouvrir, ça fait un appel d'air et c'est ça qui va provoquer une petite explosion, une déflagration. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? On a une partie des clients qui immédiatement vont prendre le chemin de la sortie, mais ce chemin de la sortie va s'avérer être un goulot d'étranglement puisque c'est l'escalier qui mène vers la sortie, un escalier très étroit d'1,30 m de largeur. Donc déjà, ça bloque au niveau de cet escalier, il y a trop de monde, donc les gens se piétinent. Il y a une autre issue de secours au sous-sol, mais il se trouve qu'elle est obstruée. On ne sait pas pourquoi, mais les gens n'arrivent pas à l'ouvrir. Donc tout ça crée un mouvement de panique. Ronan Folgoas, à ce moment-là, Jacques Moretti, prévenu par sa femme, arrive sur place. Oui, il ne peut pas accéder à l'établissement par la porte principale, alors il a l'idée de se présenter sur le côté et il tente d'accéder à l'intérieur de l'établissement par une porte de service, mais il se rend compte qu'elle est fermée. Elle est fermée de l'intérieur alors qu'il pensait que cette porte était restée ouverte. C'est en tout cas ce qu'il raconte aux enquêteurs. Et il va être à ce moment-là aidé par plusieurs personnes et ils vont réussir finalement à enfoncer la porte. Et là, derrière cette porte, ils vont faire une découverte macabre. Plusieurs corps, 5 ou 6, dira Jacques Moretti, agglutinés les uns sur les autres. Visiblement, ces personnes ont essayé de s'enfuir par cette porte mais n'ont pas réussi à l'ouvrir. Et parmi ces victimes décédées, il y a notamment Siane qui était la serveuse référente du Constellation, celle qui avait le plus d'ancienneté et celle dont les époux Moretti étaient les plus proches sur le plan affectif et relationnel. Vincent Montgaillard, quand les pompiers arrivent entre 5 à 10 minutes après l'embrasement du Constellation, il n'y a plus de flammes et ils découvrent une scène de cauchemar. Oui, les pompiers vous diront que c'est une scène de guerre, une scène de chaos. Il y a à la fois des corps à l'intérieur de l'établissement. Il y en a d'autres aussi grièvement brûlés, parfois nus parce que les personnes dans leur fuite et d'atroces souffrances ont réussi à enlever leurs vêtements qui brûlaient. On a aussi énormément de personnes qui festoyaient autour du Constellation, qui sont venus en renfort pour essayer de réanimer les blessés. C'est une scène cauchemardesque pour les pompiers et qui va les hanter toute une vie. Ronan Folgoas, il y a plusieurs points qui intéressent les magistrats chargés de l'enquête en Suisse. D'abord, cette mousse insonorisante qui était au plafond, Jacques Moretti, pouvait-il savoir qu'elle allait s'embraser en un rien de temps ?
Probablement pas. En tout cas, il explique aux enquêteurs qu'il a procédé à des tests, mais de façon très artisanale, et même on est là dans le registre du bricolage. Il explique avoir testé cette mousse à l'aide d'un chalumeau, et il avait constaté, dira-t-il, que cette mousse dégageait des fumées toxiques qu'il avait indisposées. Mais bon, pour autant, ça faisait l'affaire. C'est en tout cas l'impression que donne Jacques Moretti lorsqu'il s'explique sur ce point précis. Est-ce qu'on lui a conseillé d'acheter cette mousse en particulier ? Il explique qu'il a reçu effectivement les conseils d'une entreprise locale qui lui a fourni donc cette mousse insonorisante, très efficace probablement en termes de réduction des nuisances sonores, mais sur la dimension sécuritaire et sur le risque incendie associé à cette mousse, visiblement ça n'a pas été un sujet de préoccupation réelle. Autre point, Ronan, le personnel du Constellation avait-il conscience que c'était dangereux d'allumer une bougie incandescente au sous-sol, a fortiori tout près du plafond ? Ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête, c'est que le personnel du Constellation n'était absolument pas formé au risque incendie. D'abord, il faut bien comprendre que sur place, en dehors de Jessica Moretti, qui est la patronne de cet établissement, il y avait donc Sian, et les autres employés venaient d'être recrutés au Constellation dans le courant du mois de décembre. Et ce qu'il apparaît, eh bien, c'est que ces employés n'avaient reçu strictement aucune formation au risque incendie. Ils ne savaient même pas où étaient situés les extincteurs, ils ne savaient même pas quel comportement adopter en cas d'incendie. Ils étaient en fait livrés à eux-mêmes, et Jacques Moretti explique dans l'une de ses auditions que oui, c'est vrai, il aurait fallu, c'est vrai, faire cette formation dès le premier jour, mais que non, ça n'a pas été fait, mais qu'il prévoyait de toute façon de la faire. Enfin, il y a une négligence absolue dans ce domaine, la formation des employés, qui pose de lourdes questions dans ce dossier. Enfin, un dernier point, il y avait 3 manières de sortir du bar Le Constellation, mais finalement les clients n'ont pu sortir que par l'entrée principale. Les 2 autres issues étaient verrouillées ou obstruées. Comment l'expliquer ? Alors c'est un élément central de l'enquête qui vise justement à déterminer dans quelles circonstances la porte de service, qui est considérée aussi officiellement dans les documents comme une sortie de secours au rez-de-chaussée, cette porte était donc verrouillée de l'intérieur. Là, Jacques Moretti, qui a été interrogé sur ce point, Jacques Moretti explique que cette porte était fermée effectivement, mais de façon tout à fait inexplicable, qu'elle ne devait pas l'être, mais qu'il avait appris lui-même que l'un de ses employés qui ne travaillait pas aux Constellations, mais qui était de passage à ce moment précis de la soirée aux Constellations, eh bien, il avait par inadvertance, de manière tout à fait fortuite, verrouillé le loquet qui est situé donc en hauteur à 2 mètres de haut, qui n'est pas visible de manière évidente. C'est la raison pour laquelle les gens, dans la précipitation, qui se sont rués vers cette porte, n'ont pas pu déverrouiller ce loquet. Voilà, Jacques Moretti rejette donc la responsabilité sur une autre personne. Cette autre personne a été interrogée précisément par Militor Gemène du Parisien, et elle a pu expliquer, c'est en tout cas sa version, que cette porte était déjà fermée et qu'il ne pouvait pas donc fermer une porte qui était déjà fermée. Bon, qui dit vrai dans cette histoire ? Ça, c'est à l'enquête qui l'établira ou pas, mais en tout cas, c'est un point essentiel pour de nombreuses parties civiles. S'il y a au moins une certitude, c'est que même l'entrée principale, Vincent Montgaillard, posait problème. Oui, l'entrée qui permet de sortir vers l'extérieur, l'entrée de la véranda, en fait, quand on sort, en fait, elle s'ouvre de l'intérieur, alors qu'elle devrait s'ouvrir vers l'extérieur, dans le sens de la sortie. Et donc ça a pu aussi ralentir l'évacuation du Constellation. Le 23 janvier, Jacques Moretti est remis en liberté après le versement d'une caution de 200 000 francs suisses, environ 220 000 euros, une caution payée par un ami du gérant qui souhaite rester anonyme. Vincent Montgaillard, en attendant la suite de l'enquête, comment vivent les Moretti aujourd'hui ? Alors on a passé 2 jours dans leur village de Lens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils se terrent dans leur chalet sur 3 niveaux. À rester très longtemps devant leur domicile, on s'aperçoit quand même qu'ils ont quelques mouvements. Ils doivent se rendre d'abord à leurs auditions. Ils doivent aussi se présenter chaque jour à un poste de police du coin. Et puis, monsieur a été aperçu il y a quelques jours à l'école où il emmène son fils aîné de 5 ans. Donc, ils ne sont pas totalement invisibles.
mais en tout cas, ils se font très très discrets. Alors les habitants, étonnamment, ne les accablent pas, mais pour eux, c'est une certitude, ils ne pourront pas rester sur place, ça va être trop difficile, trop pesant. En revanche, lors de leurs auditions, monsieur et madame Moretti ont assuré que leur vie était ancrée à Lens, dans le canton du Valais, et qu'ils n'avaient pas du tout l'intention ni de s'enfuir, ni de déménager. Merci à Émilie Torgemène, Vincent Mongaillard et Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, notre podcast consacré aux affaires criminelles, présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.